concours, il y a souvent beaucoup d'étudiants de droit économique. Donc on me dit là, d'une part, peut-être qu'ils sont un peu futés parce qu'ils ont compris qu'il y avait effectivement un domaine complètement ouvert, de contentieux absolument énorme, mais aussi l'invention du droit à faire, donc qui est tout à fait passionnant. Nous avons besoin de comprendre les ressorts techniques et les mécanismes fondamentaux pour pouvoir discuter sur un pied d'égalité avec les ingénieurs et non pas se laisser toujours coincé dans le coin du ring en disant mais de toute façon on ne peut rien faire, vous savez c'est l'informatique, c'est la technique, ça. Ce qui est faux, ce qui est toujours faux comme principe de base. Il y a toujours plusieurs solutions. Et ayant plusieurs solutions, il faut pour cela que ceux qui sont aux commandes, décideurs, dans des entreprises comme dans le service public ou dans d'autres institutions, aient un minimum de culture technique pour être capable de dire non, il doit y avoir une autre solution, proposez-moi autre chose et ouvrons le débat. Moi, je suis un tenant vraiment du pluralisme des choix techniques et donc du cadre d'une vraie démocratie technique de ce point de vue-là. Mais il faut pour ça que ceux qui sont aux manettes aient un minimum de culture technique et qu'ils ne prennent pas ça comme étant seulement les tâches secondaires qu'on va déléguer aux autres, parce que ce sont les autres qui font la politique. Cette politique-là, cette subpolitique que j'évoquais là, c'est celle-là qui nous organise et qui nous contraint dans notre vie quotidienne tous les jours. Donc il est très très important qu'il y ait cette formation hybride, pour reprendre un terme qu'aime beaucoup Bruno Latour, mais que j'apprécie aussi, et cette formation hybride où il y ait un minimum de technologie pour comprendre que le droit, il n'est pas comme ça en l'air, il va être capable de rentrer dans le code, pour reprendre le terme de Lessig. Effectivement, il va être capable de rentrer dans le code et de discuter du code aussi. Et ça, c'est un point intéressant. Si l'enseignement, actuellement, l'enseignement notamment à Sciences Po, des personnes qui sont supposées exercer des responsabilités par la suite, ne comprend pas un minimum de choses comme cela, je ne dis pas qu'ils soient des ingénieurs, ok, non, pas être tout à la fois, être bon dans tous les domaines, mais qu'il soit un minimum cultivé pour être capable de contredire ou de contester ou d'exiger des choses et de comprendre des choses techniques, là effectivement on rate notre mission parce que là ils seront complètement dépossédés et en réalité ils continueront à faire semblant d'agiter le pouvoir politique, de demander de contrôler les choses et de faire des initiatives et des colloques et je fais des lois, etc. Et puis pendant ce temps-là les autres feront du code et s'organiseront en réseau pour contourner l'ensemble de ces décisions et mettre les gouvernements au pied du mur. La différence avec la génération précédente, qui était justement dans les années 80-90, où les gens devaient, ça marchait mal, c'était mal fait. Ça, c'est pas une qualité, mais paradoxalement, ça obligeait les gens à bidouiller, comme on dit. C'est-à-dire que pour avoir quelque chose qui marche, alors je ne parle pas du début de la micro-informatique où il fallait avoir quelquefois sur certains ordinateurs savoir manier le fer à souder, mais dans d'autres domaines, dans les années 90, il fallait être capable de relier, de paramétrer des serveurs, de paramétrer des choses, etc. Ce que votre génération peut-être ne sait plus faire parce qu'il n'y a pas besoin, ça marche vraiment tellement bien. Bon. Donc, c'est paradoxalement que le bain dans cet univers-là a rendu des choses tellement évidentes qu'il faut être capable de se dire, oui, mais d'où ça vient, comment ça marche, et pourquoi est-ce que je ferai confiance, a priori, à la façon dont est organisée, par exemple, toutes ces questions sur les questions des données personnelles, est organisée une plateforme qui me dit, voilà, renseignez ça, etc., et puis faites-moi confiance. S'il n'y a pas un minimum de curiosité technique là, pour savoir comment c'est fait, qu'est-ce que ça peut donner, comment le code lui-même peut créer du droit de fait, si vous voulez, à ce moment-là, effectivement, on est des utilisateurs et on a l'impression de parler comme ça en surface de cela, mais en réalité, on est complètement porté par la vague technique qui est décidée ailleurs. Donc, le travail va consister à obliger les gens à se dire, mais comment ça marche, de quoi c'est fait, et qui décide quoi, parce que c'est ça au bout du compte, qui décide quoi. Ah là, on se rend compte que maintenant c'est plus compliqué, là ça a été décidé parce qu'il y a un arrangement entre le département du commerce et puis une association qui était formée d'anciens qui ont créé Internet, qui eux-mêmes venaient de la défense, et que... Oh là là, tous ces gens, oui, c'était comme ça, cette histoire, cette généalogie, elle est intéressante, les règles qui ont été fixées et les endroits où ça se décide, c'est important de le connaître, et puis aussi les propriétés techniques qui font qu'il y a des choses qu'on a fait d'une certaine façon et qu'on pourrait faire autrement. Et ça, c'est un point important, et là, ça suppose d'avoir envie, tout le monde n'a pas envie de ça. Hein. Mais si on veut être, par exemple, dans le droit économique, qui n'est pas seulement la question de la régulation, qui est aussi le fait qu'il y a du contentieux, tout simplement. Donc, quand il faut être dans un arbitrage quelconque, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Et donc, si les gens ne sont pas capables de rentrer dans cette position-là, eh bien, dans
se soucie des détails techniques, bien évidemment, on aura des choses complètement superficielles. Et les gens, du point de vue des partis qu'on est en train de défendre, se feront rouler dans la farine par d'autres possibilités techniques, ou du point de vue de la régulation, c'est la même chose, on aura l'impression d'avoir fait avancer le droit, et en réalité, immédiatement, le lendemain quasiment, on aura trouvé la parade parce que ça avance tout le temps. Le numérique a cet énorme avantage et ce risque ou cet inconvénient de la traçabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, mais ça c'était valable aussi quand on était très bon sur l'écrit. Je veux dire, un homme politique qui prend des décisions sensibles, il n'écrit rien. Bon. Donc de toute façon, maintenant, ça ne change rien sur le plan du numérique. Mais il y a effectivement beaucoup de gens qui peuvent parler et qui peuvent parler ou laisser des traces, eux, et qui, ces traces, elles, vont circuler très très facilement. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez une forme de prolifération des porte-paroles, des gens qui veulent parler, et une prolifération aussi d'un certain nombre de traces de comportements, de décisions, de discussions, qui constituent complètement un nouvel aspect de l'espace public. C'est plus du tout les mêmes conditions d'expression qu'on avait avant. Ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait pas des discussions de couloir, des rumeurs, des ragots, etc. Mais maintenant, ce sont des choses qui viennent sur la table et qui sont agglomérées, récupérées, agrégées et qu'on peut même exploiter statistiquement, même quelquefois, avec par exemple là, des travaux de recherche qui vont commencer ici sur la façon dont les amendements modifient la façon dont se fait la loi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre à la trace l'histoire des amendements. Et donc là, on a des bases de données qui vont, il y a une association qui travaille avec le Media Lab et un chercheur du Centre d'études européennes qui va travailler là-dessus. Donc on est capable de comprendre mieux ce qui se passe en admettant que précisément il y a cette traçabilité et que la publication est un acte maintenant quasiment immédiat. Avant, on pouvait dire il y a quand même des étapes, il y a des filtres, etc. Là, il n'y a quasiment plus de filtres, donc un certain nombre de cas. Et à partir de là, effectivement, le mode de représentation, vous savez, le principe du porte-parole, c'est quand même que les autres se taisent. C'est-à-dire, si vous êtes porte-parole pour que tout le monde dise le contraire, à côté, vous êtes responsable ou représentant de quelque chose et que tout le monde parle, ça ne marche plus beaucoup, votre opération. Donc, à partir du moment où tout le monde parle tout le temps, le travail du représentant, du peuple, qui est supposé faire la loi, devient extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il n'est pas... il va être en permanence contesté, remis en cause, mais s'il le retourne à son profit, il va être capable aussi d'avoir une masse d'opinions, d'expressions, de suggestions, de problèmes qui sont soulevés, qu'il doit être capable d'exploiter. C'est-à-dire que c'est une source extraordinaire pour lui. Ça ne nie pas son travail, sauf qu'effectivement, il n'a plus affaire à une masse silencieuse, il n'a plus affaire à cet effet d'entonnoir qui lui permettait de dire « je parle et tous les autres se taisent ». C'est maintenant « je parle parce que je suis celui qui peut mettre en forme des discours polyphoniques, j'allais dire, extrêmement hétérogènes, extrêmement contradictoires, mais qui me, peut-être quelquefois, mais dont je suis capable de faire quelque chose. Et je suis capable de les faire vivre, de les entendre, etc. Ce savoir-faire-là, c'est peut-être aussi une des formations nouvelles qu'on doit demander aux futurs dirigeants politiques, c'est-à-dire de sentir qu'il ne s'agit pas d'être seulement le plus éclairé comme cela, tout seul, mais d'être vraiment connecté, pour pouvoir produire une nouvelle vision du problème et s'appuyer sur ces controverses, sur ces choses qui émergent, sur ces prises de parole un peu anarchiques, mais qui finalement vont lui permettre de produire une opinion et un avis, une décision plus riche.